Bonjour mes amis et merci de votre fidélité pour cette émission de formation pour les militants de l'AQDR. Aujourd'hui, la question des lanceurs d'alerte, et vous allez voir pourquoi ça concerne le réseau de la santé et donc ça concerne la défense de nos droits. Pour en parler, j'ai demandé à monsieur Jean-Claude Paquet, qui est le président de la section Lévis-Sud, Lévis-Rive-Sud, et qui est un avocat à la retraite. Bonjour monsieur Paquet. Bonjour monsieur Carrette et bonjour tout le monde. Bon, alors monsieur Paquet, dites-moi un peu votre carrière d'avocat, ça a été essentiellement au service du gouvernement, non? Oui, ben en fait, moi d'abord, je suis un beauceron. J'ai été en pratique privée dans la Beauce de 1972 à 1977 avec des clients particuliers et Oui. d'autres clients. Oui. Je suis entré dans l'administration publique en 1977 à la Régie de l'assurance auto qui est devenue la SAC. J'ai été longtemps au contentieux de la CSST, qui est un organisme paritaire, employeur-travailleur. C'est ça, donc pour le régime de santé, de sécurité de travail et d'indemnisation des lésions professionnelles. Et j'ai terminé ma carrière chez le protecteur du citoyen pour les 10 dernières années, où j'étais responsable. J'ai été secrétaire général et directeur des affaires juridiques chez le protecteur du citoyen. Bon, ben, je pense qu'on est tombé sur la bonne personne ressource, comme on dit. Alors, écoutez, on va partir d'un cas très concret dont vous avez sûrement entendu parler et qui a fait l'objet d'une série d'articles dans Le Devoir. Je résume le cas rapidement pour tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Il s'agit d'une employée qui a été embauchée pendant la pandémie comme surnuméraire en quelque sorte, comme agente de socialisation ou un nom comme ça pour faciliter l'animation dans un CHSLD de Saint-Laurent. Elle s'appelle Marie-Anne Labelle, 24 ans, et elle a commencé son travail et elle a constaté un certain nombre de conditions tout à fait qu'elle jugeait inacceptables et qu'elle voulait dénoncer. Elle en a parlé à ses employeurs immédiats. Je ne sais pas exactement la teneur de ces conversations, mais elle a décidé de passer à l'acte. Elle a téléphoné au Devoir. Les journalistes lui ont demandé évidemment un certain nombre de preuves pour argumenter en faveur des propos qu'elle avait, bien sûr, contre la direction du CHSLD Saint-Laurent. Elle a même envoyé des photos au Devoir, qui les a publiées. Et à la suite de ces articles, une véritable, j'allais dire chasse à l'homme, mais c'est plutôt chasse à l'employé, s'est pratiquée dans le réseau de la part du CIUS, de l'encadrement et des personnels juridiques, qui ont fini par la découvrir. D'ailleurs, elle ne s'est pas cachée du tout. Elle a répondu à un certain nombre d'interrogatoires et finalement, elle a reçu après une suspension, elle a reçu une lettre qui la licenciait. Faut dire qu'elle n'avait pas, évidemment, puisqu'elle était embauchée depuis quelques semaines, elle n'avait pas de maintien dans les lieux, elle ne pouvait pas se maintenir dans les lieux. Elle est pas agressive, elle ne regrette pas son geste, elle trouve qu'elle a très bien fait. Mais évidemment, le CIUS ne croit pas qu'elle a très bien fait. Alors, la première question que je vais vous poser, est-ce qu'elle avait raison de dénoncer? Ben, écoutez, d'abord, je ne voudrais pas me prononcer sur le cas de Madame Labelle directement. Non, bien sûr. Je veux prendre du recul puis expliquer peut-être qu'est-ce que c'est que la divulgation des actes répréhensibles. On verra avec vos questions. Okay. Ensuite de ça, avocat à la retraite, je ne donne pas
d'opinion juridique, ni sur ce cas-là, ni sur d'autres. OK. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un régime qui existe depuis 2016-2017, c'est la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics. Cette loi-là donne un cadre à la divulgation et offre une protection contre les représailles si on agit dans le cadre de la loi. À la base, tout employé, et c'est dans tout secteur, a une obligation de discrétion, de confidentialité et de loyauté envers l'employeur. Et la confidentialité est dans le réseau de la santé également. Et on est dans le réseau de la santé. Cette obligation-là de confidentialité est très forte. C'est pas, et je veux pas avoir l'air de prendre la défense de l'employeur. Chez le protecteur du citoyen et dans ma carrière, ça a toujours été de la protection et la défense des personnes. Mais c'est la confidentialité, c'est d'abord pour les citoyens, les usagers, entre guillemets, du réseau de la santé. Donc, quand on sort, on veut faire arriver sur la place publique ou dénoncer des actes répréhensibles, si on suit les mécanismes qui sont prévus dans la loi, on a une protection contre les représailles. Ce que j'en comprends, et je ne suis pas au courant de où s'est rendu le dossier de cette dame, c'est qu'il semble que ça n'a pas été tout à fait suivi comme tel, et c'est sûr que là, à ce moment-là, ça donne une poignée à l'employeur et aux juristes de l'employeur d'en arriver au résultat qui est là. Ça fait que, a-t-elle bien fait? Je pense qu'elle avait peut-être, elle faisait peut-être bien de dénoncer, sauf que si elle n'est pas passée dans le cadre de cette loi-là, elle n'a pas bénéficié de la protection contre les représailles, si je comprends bien. Bon. Ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'il y a des balises, des règles à respecter. D'ailleurs, je vais vous relancer là-dessus. Les avocats ne se sont pas évertués à poursuivre cette dame parce qu'elle avait dénoncé, mais parce qu'elle avait touché à l'identité à cause des photographies qu'elle a prises des malades, parce que il faut savoir que ces malades, pour être plus surveillés, si j'ose dire, mais surveillés sur le plan des soins, on avait installé une demi-porte seulement, et donc on pouvait les voir depuis le couloir du service où elles étaient rendues. Bon, alors elle a pris un certain nombre de photos, c'est probablement ça qui l'a mise dehors, si j'ose dire. Bon, mais ça n'empêche pas que sur le plan du fond de la chose, ce qu'elle a dit avait certainement un intérêt, puisque elle voulait défendre justement une qualité des soins. Autrement dit, sous prétexte de dénoncer, elle a fait d'une pierre deux mauvais coups. C'est ça que vous me dites? Ben, écoutez, sur le fond, elle avait peut-être raison, quoique oui. Moi, je suis pas là, on n'était pas là. Oui, mais, oui. J'aime bien votre expression, deux mauvais coups. Si elle avait fonctionné suivant le cadre de cette loi-là, et c'est pas... elle n'a pas besoin de connaître la loi comme telle. Il y a une procédure qui doit être établie dans chaque ministère, chaque organisme, qui doit l'établir et la diffuser. Il y a un responsable du suivi de la divulgation des actes répréhensibles qui est dans chaque organisme. Ça peut être au niveau d'un hôpital ou du CIUS comme tel. Oui. C'est ça. Et il y a toujours un recours au protecteur du citoyen. La personne, elle peut s'adresser
au responsable du suivi de la divulgation dans son établissement pour dénoncer cet acte répréhensible. Et un acte répréhensible, ça peut être un manquement grave aux normes d'éthique et de déontologie, un cas grave de mauvaise gestion, mais surtout, dans le cas qui nous occupe, le fait par un acte ou une omission de porter gravement atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne. Donc, elle s'adresse à son responsable du suivi et si elle peut aussi s'adresser directement au protecteur du citoyen si elle ne se sent pas à l'aise de parler à l'intérieur de l'établissement ou si sa dénonciation, mettons, touchait le responsable ou la direction d'établissement. Okay. Le protecteur du citoyen, lui, a le pouvoir de faire des vérifications et des enquêtes. Il a de larges pouvoirs d'intervenir et les institutions, les organismes, la loi s'appelle Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics. Un établissement en santé, c'est un organisme public. Et l'établissement a l'obligation de collaborer et de répondre à ces questions. Moi, je peux vous l'affirmer parce que c'est arrivé chez le protecteur du citoyen qu'on a pas mal brassé les organismes pour qu'ils répondent. Il fait son enquête et s'il est d'avis qu'il y a un acte répréhensible, il fait des recommandations à l'autorité, à l'organisme. Sinon, au ministre responsable, il peut aussi s'adresser à l'Assemblée nationale. Donc, il y a de larges pouvoirs. Donc, on peut y aller à l'intérieur, soit au responsable du suivi, soit au protecteur du citoyen. À présent, c'est aussi possible de s'adresser au public. Mais ça, c'est exceptionnel et à des conditions strictes. Il y a un article dans la loi qui dit que si une personne a des motifs raisonnables de croire qu'un acte répréhensible présente un risque grave pour la santé et la sécurité d'une personne et qu'elle ne peut, compte tenu de l'urgence de la situation. Donc, motif raisonnable, là, c'est pas un caprice, là. Il faut vraiment... et qu'on ne peut, compte tenu de l'urgence de la situation, s'adresser au responsable du suivi à l'interne ou au protecteur du citoyen. Elle peut divulguer au public les renseignements qu'elle estime nécessaires et bénéficier de la protection contre les représailles qui est prévue, qui est très forte, mais quand on est dans le cadre de la procédure prévue. Mais cette personne doit au préalable communiquer ses renseignements à un corps de police. C'est ça. Ça fait que, voyez-vous, dans ce cas-là, si je comprends bien, la personne s'est adressée, elle en a parlé à l'interne, puis elle n'était peut-être pas satisfaite comme telle. Elle aurait peut-être, je ne sais pas si elle s'est adressée au responsable du suivi des divulgations. Elle aurait pu s'adresser au protecteur du citoyen si elle ne faisait pas confiance. Et là, le protecteur du citoyen, je peux vous dire pour expérience, quand il intervient, les gens écoutent. S'ils n'écoutent pas, ben c'est pas nécessairement la carotte et le bâton, mais les gens, il y a une grande crédibilité. Puis les recommandations que le protecteur du citoyen sont suivies en général à plus de 95% des cas. Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas... il y avait pas... Est-ce qu'il y avait urgence? Peut-être, mais il aurait fallu qu'elle s'adresse à la police. Ça fait que c'est pas arrivé. Fait qu'elle ne pouvait pas bénéficier de cette protection contre les représailles. Les représailles, c'est congédiement, suspension, tout ce qu'on peut, comprendre comme tel. Ça fait que c'est un peu grosso modo la lecture de la situation. Ben c'est très éclairant, mais j'ai une dernière question. Si des membres de l'AQDR, d'abord, ceux qui nous écoutent, constatent donc ont des motifs raisonnables pour constater des manquements graves à la sécurité, aux soins des gens en établissement, comme ça s'est vu dans les CHSLD, ce que vous leur conseillez, c'est de s'adresser d'abord au protecteur du citoyen, parce que le protecteur du citoyen va protéger les personnes qui dénoncent, mais aussi les personnes qui sont victimes et que l'on veut dénoncer. C'est exact, parce que la loi dit, là, c'est l'article 6,
Et en passant sur le site web du protecteur du citoyen, c'est facile à trouver, protecteur du citoyen, c'est très bien expliqué. Okay. Et vous pouvez suivre ce qu'il en est. Toute personne peut en tout temps divulguer au protecteur du citoyen des renseignements pour démontrer qu'un acte répréhensible a été commis. Puis un acte, ça comprend celui-là qui est posé par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions ou un sous-traitant à une autre personne. Donc, toute personne peut s'adresser au protecteur du citoyen. Pour le responsable du suivi, c'est une personne membre du personnel de l'organisme qui peut s'adresser à l'interne. Ça fait que la dame en question, elle s'était adressée à l'interne, mais elle aurait pu aussi très bien aller chez le protecteur du citoyen. Et vous, comme moi, si on constate des choses, on ne s'adressera pas au responsable du suivi, on va s'adresser au protecteur du citoyen. Il y a une section, un service chez le protecteur du citoyen qui s'occupe de ce nouveau mandat, parce que c'est un mandat qui est là depuis 2017. Et chez le protecteur du citoyen, le protecteur aussi offre un service, c'est même prévu dans la loi, d'offrir des renseignements, des conseils, ou même, dans certains cas, des consultations d'ordre juridique aux gens dans ce cas-là. Bon, ben écoutez, je vous remercie. Je pense que c'est très bien dit d'abord. Et c'est pas pour rien que vous êtes président d'une section de la QDR. Je pense que les gens qui nous écoutent vont beaucoup apprécier la qualité, la netteté, la clarté de votre intervention d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Jean-Claude Paquet, de ça. J'espère que ça servira beaucoup aux gens qui nous écoutent, notamment quand ils vont avoir constaté des atteintes aux droits des retraités. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, ça me fait plaisir.